Dans le monde souterrain de la haute finance, une signature vaut plus qu'une vie. Un mardi pluvieux d'octobre 2023, Dante Casero, le chef par intérim du syndicat du crime de New York, était à 3 secondes de signer un chèque de 150 millions de dollars pour une pile d'obligations italiennes aux porteurs frauduleuses. Le FBI ne l'a pas arrêté. Ses gardes du corps n'ont pas remarqué. L'homme qui a sauvé le prédateur le plus dangereux de la ville était une serveuse de 24 ans nommée Sofia, qui essayait juste de lui remplir son eau. Elle se pencha, regarda le document et murmura 5 mots dans un dialecte si rare que seulement 3 personnes dans cette pièce le comprenaient. Ces 5 mots n'ont pas seulement sauvé une fortune, ils ont déclenché une guerre. Ceci est l'histoire de la serveuse qui en savait trop. Pour comprendre à quel point Dante Casero a failli tout perdre, vous devez comprendre le cadre. Ce n'était pas une affaire de ruelle. Cela se passait à l'Obsidian Room, un steakhouse réservé aux membres à Tribeca, où la bouteille de vin la moins chère coûte plus qu'une Honda Civic. C'était le 14 octobre. L'humidité à New York était étouffante, mais à l'intérieur, l'air était climatisé à un frais 68 degrés. Don Casero était assis dans le coin banquette. Table neuve, celle avec la vue directe sur l'entrée et la cuisine, stratégiquement choisie pour la sécurité. Dante n'est pas le chef de la mafia de votre grand-père. Il ne porte pas de survêtement. Il porte du Tom Ford sur mesure, est titulaire d'un MBA de Wharton et dirige Casero Logistics, un empire maritime qui déplace des marchandises légitimes le jour et blanchit les flux de trésorerie du syndicat de la nuit. Il a 34 ans, est impitoyable et terrifiant intelligent. Assis en face de lui se trouvait un homme nommé Silas Vane. Silas Vane était un fantôme dans le monde bancaire. Il était un courtier pour le marché gris. Des aristocrates de vieille fortune essayant de liquider des actifs sans alerter les autorités fiscales. Vane était poli, aux cheveux argentés, et dégageait le genre de confiance qui vient de n'avoir jamais été frappé au visage. « Les obligations sont authentifiées, Monsieur Casero », dit Vane, faisant glisser un lourd portefeuille en cuir sur la table en acajou, émise par la Banco de Sicilia en 1947. Obligation aux porteurs de l'ère de la reconstruction. Quiconque détient le papier possède l'or. 150 millions payables sur présentation à Zurich. Dante ne toucha pas encore les papiers. Il prit une gorgée de son pinot noir. Il cherchait un moyen de placer un afflux massif de liquidités avant qu'un audit fédéral ne frappe sa firme de logistique. Ses obligations étaient le véhicule parfait, portable, intraçable et historiquement précieux. Mon équipe a examiné les scans numériques, dit Dante, sa voix un baryton grave qui portait à peine au-dessus du cliquetis découvert. Mais je veux voir les filigranes physiques. Naturellement, Vane ouvrit le portefeuille. À l'intérieur gisaient 3 feuilles de parchemin, jaunies par le temps, couvertes de calligraphie italienne complexe et de timbres officiels. Elles sentaient la poussière et la vieille fortune. Pour l'œil non averti, elles étaient des chefs-d'œuvre. Pour Dante, qui avait grandi en parlant italien avec sa grand-mère, elles semblaient légitimes. Entrez, Sofia. Sofia, nom de famille omise de la liste des employés pour des raisons de sécurité, bien qu'elle se faisait appeler Richie sur ses formulaires fiscaux, était invisible. C'était son super pouvoir. Elle avait 24 ans, avec des cheveux foncés tirés en un chignon sévère et un uniforme 2 tailles trop grand, cachant délibérément sa silhouette. Elle gardait la tête baissée, elle se déplaçait silencieusement. Elle était la serveuse parfaite parce qu'elle n'existait pas. Mais Sofia n'était pas juste une serveuse. Elle était doctorante en linguistique à l'Université de Columbia qui avait perdu son financement 3 mois auparavant en raison d'un scandale départemental dont elle n'avait rien à voir. Elle était fauchée, désespérée et travaillait en double équipe pour payer son loyer à Attoria. Plus important encore, sa thèse portait sur les dialectes siciliens et la syntaxe administrative de l'après-guerre. Vous n'auriez littéralement pas pu scénariser une pire serveuse pour Silas Vane à rencontrer.
Sofia s'approcha de la table neuve avec un pichet d'eau glacée. Elle savait qui était Dante Cassaro. Tout le monde dans le restaurant le savait. Le personnel avait été briefé. Ne le regardez pas dans les yeux. Ne parlez pas à moins qu'on ne vous parle. Remplissez le verre avant qu'il n'atteigne la moitié. Elle s'approcha pour verser de l'eau dans le gobelet en cristal de Dante. Alors qu'elle se penchait, ses yeux dérivèrent vers la table. C'était un réflexe. Elle lisait tout. Menus, reçus, messages textuels sur des téléphones laissés face vers le haut. Son regard se posa sur le document central. Certificato de obligation, Palmo, 1947. Elle se figea. Le pichet d'eau planait dans l'air. Le texte sur l'obligation était magnifique. Il était majestueux et il était impossible. Son cœur battait contre ses côtes. Elle devrait s'éloigner. C'était Dante Cassaro. Si elle l'embarrassait ou si elle interrompait une affaire, elle pourrait perdre son emploi ou pire. Elle connaissait les histoires. Les gens qui ennuyaient la famille Cassaro avaient une tendance à avoir des accidents. Mais Sofia avait un défaut. Elle ne supportait pas la mauvaise grammaire. Et elle ne supportait certainement pas un mensonge. Dante tendit la main dans la poche de sa veste et en sortit un stylo plume. La résine noire capta la lumière. Il le déboucha. Célus Vane souriait. Un sourire prédateur étendu. Il regardait le stylo. Dante plaça la pointe du stylo sur la ligne de transfert. Sofia ne pensa pas. Elle agit par instinct. Questo falso, elle murmura. Les sons étaient à peine audibles, mais dans la bulle de tension autour de la table, cela sonna comme un coup de feu. Dante s'arrêta. Le stylo planait à quelques millimètres du papier. Il ne leva pas les yeux immédiatement. Il se figea juste. Célus Vane cligna des yeux, son sourire hésitant. « Excusez-moi. » Vane lui lança, son accent coupant les voyelles. « Nous sommes en réunion. Laissez-nous. » Dante leva lentement la tête. Il ignora Vane. Il regarda directement la serveuse. Pour la première fois, il la vit réellement. Il vit les yeux bruns terrifiés, les jointures blanches serrant le pichet d'eau, le léger tremblement de sa lèvre. « Qu'avez-vous dit? » demanda Dante. Sa voix était terrifiante, calme. Sofia déglutit difficilement. Sa gorge était comme du papier de verre. Elle réalisa qu'elle venait de faire un pas dans le vide. Il n'y avait pas de retour en arrière. « J'ai dit que c'est faux, » dit-elle, passant à l'anglais, sa voix tremblante mais claire. « Ce document, c'est un faux. » Vane rit, un son rauque et aboyeur. « C'est absurde. Dante, votre personnel est ivre. Faites-la sortir d'ici. » Dante ne détourna pas ses yeux de Sofia. « Posez-l'eau, » ordonna-t-il. Elle posa le pichet sur la table avec un cliquetis. « Expliquez, » dit Dante. « Vous avez 10 secondes. » Sofia prit une inspiration. Elle pointa un doigt tremblant vers le 3e paragraphe de l'obligation. « Le document est daté de 1947 et mis à Palerme, dit-elle, son cerveau de chercheuse prenant le dessus sur la peur. Le texte est écrit dans un dialecte bureaucratique formel. Mais regardez ici la clause concernant les droits du porteur. Elle utilise l'expression « agarans duty ». C'est une phrase juridique italienne standard. Donc, Vane ricana, c'est un document légal. Non, dit Sofia, prenant de la vitesse. En 1947, les documents administratifs régionaux de Sicile, spécifiquement les obligations financières émises par la Banco de Sicilia, n'utilisaient pas l'italien standard pour cette clause spécifique en raison des statuts séparatistes de l'époque. Ils utilisaient le vernaculaire juridique sicilien. Ils devraient dire « pigurante duty » ou utiliser la syntaxe palermitaine spécifique de cette année-là. Elle regarda Dante, et il y a une autre chose, le cachet à l'encre en bas. Il dit « Rayon Siciliana ». Mais en 1947, pendant les mois du gouvernement provisoire, avant que la Constitution ne soit entièrement ratifiée en 1948, le cachet officiel pour les obligations était Alto Caesariato. Ce document utilise un cachet qui n'a été créé qu'en 1952. Silence.
Un silence absolu et suffocant. Sophia réalisa qu'elle transpirait. « Celui qui a fait ça, » elle murmura, a utilisé une version de l'histoire de Google Traduction. Ils n'ont pas vérifié les archives régionales. Dante Casaro tourna lentement la tête. Il regarda de la serveuse terrifiée à la feuille de papier polie. Puis il regarda Silas Vane. La couleur avait fui du visage de Vane. Une petite goutte de sueur coula le long de sa tempe. L'arrogance avait disparu, remplacée par la peur primale d'un homme qui réalise que le lion s'est réveillé. « A-t-elle raison, Silas ?» demanda doucement Dante. « C'est une serveuse, Dante. » Vane bredouilla, se levant, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Elle ment. Elle travaille probablement pour la potence. C'est insensé. Je représente les plus anciennes familles bancaires de... » Dante bougea si vite que Sophia ne le vit même pas. Un instant, Dante était assis. L'instant d'après, il avait bondi à travers la table. Il attrapa Silas Vane par les revers de son costume à $3000 et le claqua de nouveau sur le banc. La table trembla. Le pichet d'eau se renversa, répandant de l'eau glacée sur toutes les obligations. L'encre du document de 1947 ne tint pas. L'encre vintage réelle se lie aux fibres. Cette encre, un colorant d'impression à jet d'encre moderne, commença à saigner immédiatement, transformant l'obligation inestimable en un désordre violet et flou. Dante regarda l'encre qui saignait, puis il regarda Vane. « Jet d'encre ?» murmura Dante. « Vous avez essayé de me vendre un mensonge à 150 millions de dollars imprimé sur une Epson. » Vane haleta, ses yeux exorbités. « Dante, s'il vous plaît, je peux expliquer. J'ai été forcé. » Dante le relâcha avec une poussée de dégoût. Il se leva, lissant sa veste. Il fit signe à deux grands hommes debout près du bar. Son équipe de sécurité, Rocco et Léo. « Emmenez M. Vane à la cuisine, » dit Dante, sa voix vide d'émotion. Il a beaucoup à expliquer. Utiliser la chambre froide, c'est insonoriser. Alors que Rocco et Léo traînaient Silas Vane, qui se débattait et criait vers l'arrière du restaurant, les autres convives fixaient, la fourchette suspendue en l'air. Dante se retourna vers Sophia. Elle serrait un plateau contre sa poitrine, l'air de vouloir se fondre dans le sol. Dante s'approcha d'elle. Il la dominait de toute sa taille. Il sentait le bois de santal et l'huile de pistolet. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Sophia, piailla-t-elle. « Sophia, répéta-t-il, testant le mot. Vous parlez parfaitement le dialecte palermitain. Vous connaissez l'histoire du mouvement séparatiste de 1947 et vous servez des steaks pour le salaire minimum. Je suis étudiante, bégaya-t-elle. J'étais étudiante. Dante regarda les documents ruinés puis la regarda. Vous venez de me sauver 150 millions de dollars, Sophia. Et vous avez humilié un homme qui me ment depuis 6 mois. Il tendit la main dans sa poche, en sortit une carte de visite et la glissa dans la poche de son tablier. Votre service est terminé, dit Dante. Venez avec moi. Quoi? Sophia recula d'un pas. Je ne peux pas. Mon manager... Je viens d'acheter le restaurant, dit Dante sans rompre le contact visuel. Votre manager travaille pour moi maintenant, et vous aussi. Il se retourna et marcha vers la sortie. Allons-y, Sophia. Nous devons découvrir qui a engagé M. Vane avant qu'il ne réalise qu'il a échoué. Sophia resta là, les brises de la porte de la cuisine claquant derrière Silas Vane, résonnant dans ses oreilles. Elle regarda la carte dans sa poche. Elle était noire avec un unique lion en relief doré. Elle avait 2 choix. Courir par la porte de derrière et espérer que Dante Casaro l'oublie, peu probable, ou suivre l'homme le plus dangereux de New York sous la pluie. Elle enleva son tablier, le jeta sur la table mouillée et le suivit. Le trajet du restaurant au quartier général de Dante Casaro fut une étude de privation sensorielle. La voiture était une Mercedes Maybach blindée sur mesure. L'intérieur était insonorisé si efficacement
que la pluie torrentielle de New York à l'extérieur sonnait comme un murmure lointain. Sophia était assise sur le bord du siège en cuir crème, frissonnante. Il ne faisait pas froid, mais la chute d'adrénaline la frappait fort. En face d'elle, Dante était au téléphone, parlant en italien rapide. Il ne criait pas. C'était la partie effrayante. Il donnait des ordres d'exécution avec le même ton que l'on pourrait utiliser pour commander une pizza. Vérifiez son appartement. Si le disque dur est crypté, apportez toute la tour et découvrez à qui Vane a parlé au cours des dernières 48 heures. Je m'en fiche si vous devez soudoyer le transporteur. Faites-le. Il raccrocha et jeta le téléphone sur le siège. Il regarda Sophia. Vous tremblez, observa-t-il. Je viens de vous voir faire traîner un homme dans une chambre froide, répondit Sophia, sa voix tremblante mais défiante. Et maintenant, je suis dans une voiture avec un homme que le FBI appelle le prince de Téflon. Je pense que trembler est une réponse rationnelle. La lèvre de Dante tressaillit, un fantôme de sourire. Vous lisez les journaux. C'est bien. L'intelligence est utile. La peur est utile. La panique ne l'est pas. La voiture s'engouffra dans le garage souterrain d'un gratte-ciel de verre à Midtown, la tour Aurelius. Dante possédait les 3 derniers étages. Ils contournèrent le hall, prenant un ascenseur privé qui nécessitait un scan rétinien pour s'ouvrir. Quand les portes coulissèrent, Sophia allaita. Le penthouse n'était pas une maison. C'était une forteresse de verre et d'acier flottant au-dessus de la grille de la ville. La vue était à couper le souffle, mais l'atmosphère était froide. « Asseyez-vous. » Dante désigna un canapé en velours noir au centre du salon. Il marcha vers un bar humide et versa 2 verres de liquide ambré. Il lui en apporta un. « Cognac, buvez-le, ça arrête les tremblements. » Sophia prit le verre. Elle ne but pas. « Suis-je prisonnière? » « Ça dépend. » Dante s'assit dans le fauteuil, en face d'elle, penché en avant, les coudes sur les genoux. Le prédateur était de retour. « Qui êtes-vous, Sophia Ricci? Vous prétendez être étudiante. Mon contrôle de sécurité, qui vient de se terminer il y a 2 minutes, dit que vous n'existiez pas avant 2018. Pas de certificat de naissance à New York, pas de médias sociaux. Vous êtes apparu de nulle part à 18 ans. Vous vous êtes inscrite à Columbia et vous avez maintenu un GPA de 4.0 jusqu'à ce que vous soyez expulsé il y a 3 mois. Sophia se raidit. « Je n'ai pas été expulsé. J'ai été forcé de partir. » Sémantique. Dante agita la main. « Le fait est que vous êtes un fantôme tout comme Silas Vane, ce qui me fait me demander, ce soir était-il un coup monté? Avez-vous mis en scène l'intervention pour gagner ma confiance? » Sophia claqua le verre sur le dessous de verre. Le son résonna dans l'immense pièce. « Je vous ai sauvé parce que je déteste les menteurs, » claqua-t-elle, sa colère l'emportant sur sa peur. « Et je connais les obligations parce que mon père est mort d'en en tenant une. » Dante resta immobile. « Expliquez. » Sophia regarda par la fenêtre pluvieuse. « Mon père était archiviste à Palerme. Il a passé sa vie à préserver les histoires. Il y a 10 ans, un homme est venu le voir, un Américain. Il voulait une authentification pour une pile d'obligations de guerre. Mon père les a validées. Il ne savait pas que l'homme avait échangé les originaux contre des faux après l'inspection. Quand les acheteurs ont réalisé qu'ils avaient acheté des faux, ils ne sont pas allés après l'Américain. Ils sont allés après l'authentificateur. » Elle prit une inspiration tremblante. Ils ont brûlé notre maison avec lui à l'intérieur. J'avais 14 ans. Je me suis échappé par la fenêtre de la cave. Je suis venu en Amérique, j'ai changé de nom, et je me suis promis d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur la falsification de documents afin que personne ne puisse plus jamais me mentir. Elle regarda Dante, ses yeux brûlants. « Je ne vous ai pas sauvé pour vous, Monsieur Casero. Je vous ai sauvé parce que Silas Vane est exactement le genre d'homme qui a tué mon père. » Dante l'étudia longtemps. Le silence s'étira, lourd et électrique. Il vit le chagrin dans ses yeux, bruts et non polis.
C'était la seule chose que tu ne pouvais pas simuler. L'homme qui a tué votre père, dit Dante doucement. Connaissez-vous son nom? Non, juste un surnom que le dossier de police mentionnait. Le courtier. Les yeux de Dante se rétrécirent. Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville. Le courtier, j'ai entendu le nom. C'est un mythe dans le monde souterrain. Un intermédiaire qui relie les cartels aux banques. Il se retourna vers elle. Si Silas Vane essayait de vendre ses obligations, il travaillait probablement pour le courtier, ce qui signifie que nous avons un ennemi commun, Sophia. Il tendit une main. Vous avez besoin de protection. J'ai besoin d'un expert en documents forensiques qui n'est pas sur la liste de paye du FBI. Le travail paye 10 000 par semaine, Butterfield. Vous vivez ici. Vous ne quittez pas ce bâtiment sans mon équipe de sécurité et vous m'aidez à trouver le courtier. Sophia regarda sa main. C'était un pacte avec le diable, mais c'était aussi une chance de vengeance. Elle se leva et lui serra la main. Sa prise était chaude, rugueuse et solide. « J'ai des conditions, dit-elle. Dante haussa un sourcil. Vous n'êtes pas en position de négocier. Mais amusez-moi. Je veux l'accès à vos archives. Si nous trouvons cet homme, je veux être celle qui traduira les preuves. Je veux savoir qu'il est fini. » « C'est fait, dit Dante. Bienvenue dans la famille, Sophia. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon de caféine, de fichiers cryptés et de la terrifiante réalisation que Sophia vivait maintenant au centre d'un empire criminel. Dante n'était pas juste un chef de la mafia. Il était un PDG de la violence. Il dirigeait son organisation comme une entreprise de Fortune 500 ans, briefing matinaux, déclaration de profits et pertes, coordination logistique. Sophia était installée dans une chambre d'amis plus grande que son appartement entier, mais elle passait la plupart de son temps dans la salle de guerre, un bureau insonorisé rempli de serveurs et de moniteurs. C'était mercredi soir quand ils eurent de la percée. Rocco, le chef de la sécurité de Dante, un homme qui semblait sculpté dans le granit, entra avec un disque dur. « Nous avons piraté le téléphone de Vane. Il a effacé les textes, mais nous avons récupéré les mémos vocaux. » Dante fit signe à Sophia de mettre les écouteurs. « Écoutez, dites-moi ce que vous entendez. » Sophia ajusta le casque. Dante se tenait derrière elle, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de lui. C'était distrayant, mais elle se força à se concentrer. L'audio était granuleux. C'était un enregistrement d'un appel téléphonique que Vane avait fait des heures avant la réunion au steakhouse. « Le poisson est pris à l'hameçon, » dit la voix de Vane. « Casser ne se doute de rien. Le papier est vieilli parfaitement. » Puis une seconde voix répondit. Elle était déformée, profonde et mécanique, mais la cadence était distincte. « Ne le sous-estimez pas. Cassereau est un loup. S'il sent l'encre, vous êtes mort. Faites l'échange et rejoignez le point d'extraction à l'aéroport de Teterboro. Vol 764. » Sophia rejoint le clip. Elle ferma les yeux. Elle isola les voyelles de la voix déformée. « Rejouez-le, » murmura-t-elle. Elle écouta la façon dont l'homme mystère prononçait le mot Casero. Il ne dit pas Casero comme un Américain. Il dit Casero avec un léger accent sur la première syllabe. Et le R était roulé mais doucement. « Français ?» dit Sophia en ouvrant les yeux. « Français ?» demanda Dante. « Êtes-vous sûr? Positive ?» Sophia tapa rapidement sur son clavier, affichant une carte linguistique. Il parle anglais, mais la procédure autour de Nice ou Marseille, et il a utilisé le mot « extraction ». C'est de la terminologie militaire. Elle se tourna pour faire face à Dante. « Votre homme mystère n'est pas un banquier. Il est ex-militaire, probablement de la Légion étrangère française opérant depuis la côte méditerranéenne. » Dante regarda Rocco. « Qui connaissons-nous à Marseille qui traite de la fraude haut de gamme? » Rocco fronça les sourcils. « Les Corses tiennent Marseille, mais ils ne se mêlent généralement pas aux familles de New York. À moins qu'ils n'aient été engagés, » termina Dante.
Les doigts de Sophia volèrent sur le clavier. Vol 775, Teterboro. Si Vane était censé être sur ce vol, nous pouvons suivre le numéro de queue. Elle pirata le registre public des vols. Cela lui prit 3 minutes. Ici, numéro de queue N409GH enregistré auprès d'une société écran au Delaware. Blue Heron Holdings. Le visage de Dante s'assombrit. Blue Heron, jura-t-il doucement. Vous connaissez? Demanda Sophia. C'est une société holding utilisée par le sénateur Arthur Sterling, dit Dante, sa voix tombant dans un grognement dangereux. Il est le président du comité bancaire du Sénat. Il est censé être le gars qui lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, un sénateur américain engage un mercenaire français pour vendre de fausses obligations à la mafia italienne, résuma Sophia, son esprit en ébullition. Ça ressemble à un piège. Dante dit, il ne s'agissait pas d'argent. Les obligations étaient cuites. Si j'avais signé cet accord, Sterling aurait eu la preuve que je déplaçais des capitaux illégaux. Il m'aurait perquisitionné dès que l'argent aurait été transféré. Il regarda Sophia avec une nouvelle intensité. Ce n'était plus seulement du respect, c'était de l'admiration. Vous ne m'avez pas seulement sauvé de l'argent, Sophia, vous m'avez sauvé de la prison fédérale. Il se pencha, plaçant ses mains sur les accoudoirs de sa chaise, la piégeant. Son visage était à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir les éclats d'or dans ses yeux noirs. Nous devons passer à l'offensive, dit Dante. Le sénateur Sterling organise un gala samedi soir au Metropolitan Museum, une collecte de fonds caritative. Alors, demanda Sophia, sa respiration haletante. Alors, Dante sourit. Nous y allons. Silas Vane est porté disparu. Donc Sterling ne sait pas encore que l'affaire a échoué. Il pense que je suis ruiné. Je veux voir l'expression sur son visage quand j'entrerai par la porte d'entrée. Nous? Sophia piailla. Je ne peux pas y aller seul. Cela paraît suspect. J'ai besoin d'un rendez-vous. Quelqu'un qui peut se fondre dans la masse, qui parle 3 langues et qui peut repérer un menteur de l'autre bout de la pièce. Il tendit la main et lui glissa une mèche de cheveux derrière l'oreille. Son contact était électrique, envoyant une secousse directement à son estomac. Préparez-vous, Sophia, vous allez avoir besoin d'une robe. La transformation de Sophia Ricci fut méthodique et coûteuse. Dante ne l'envoya pas dans un salon. Il amena le salon au penthouse. Une équipe de 3 stylistes passa 4 heures à épiler, polir et maquiller. Quand elles eurent terminé, Sophia se regarda dans le miroir pleine longueur. La femme qui la regardait était une étrangère. Elle portait une robe sur mesure en soie bleu nuit qui épousait ses courbes comme une seconde peau, avec une fente qui montait dangereusement haut sur sa cuisse. Ses cheveux tombaient une douce vague sur une épaule. Autour de son cou se trouvait un collier ras du cou en diamant qui coûtait probablement plus cher que la bibliothèque universitaire où elle avait l'habitude d'étudier. « Parfait », dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Dante se tenait là, vêtu d'un smoking qui lui allait avec une précision mortelle. Il s'approcha d'elle, se tenant derrière son reflet dans le miroir. Il ressemblait à un couple puissant sur la couverture d'un magazine. Sombre, dangereux et beau. Ceci, il toucha les diamants à sa gorge, contient un microphone. Rocco sera dans la camionnette dehors, à l'écoute. Si vous avez des ennuis, dites le mot champagne. Je suis nerveuse, admit Sophia. Je suis une serveuse, Dante. Je ne sais pas comment parler au sénateur. Vous êtes plus intelligente que toutes les personnes présentes dans cette pièce, murmura Dante à son oreille. Soyez juste vous-même, observez, traduisez et tenez mon bras. Le Metropolitan Museum of Art était fermé au public, transformé en une salle de bal scintillante. Le temple de Dendur était éclairé par des lumières d'ambiance violette. Des serveurs circulaient avec des plateaux de caviar. L'air sentait le parfum cher et l'hypocrisie. Quand Dante Casaro entra avec Sophia à son bras, la pièce se tut, les têtes se tournèrent, les murmures commencèrent derrière les mains. Dante marcha avec une arrogance facile,
guidant Sophia à travers la foule. Il est là, marmonna Dante, hochant la tête vers un groupe d'hommes près des statues égyptiennes. Le sénateur Arthur Sterling était un homme corpulent au visage rouge et au sourire faux. Il riait bruyamment à une blague. Dante l'approcha. Sénateur, charmante soirée. Sterling se retourna. Pendant une fraction de seconde, son masque glissa. Un véritable choc éclaira ses yeux. Il sembla avoir vu un fantôme. Monsieur Cassaro, Sterling balbutia, se reprenant rapidement. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'ai entendu dire que vous étiez occupé avec les affaires. Les affaires sont florissantes, dit Dante d'une voix douce. J'aimerais vous présenter ma fiancée, Sophia. Sophia tendit la main. Un plaisir, sénateur. Sterling lui prit la main, sa paume moite. Fiancée? Je ne savais pas que vous vous installiez, Dante. Sophia est spéciale. Dante sourit, un sourire aigu et dangereux. Elle a un sens incroyable du détail. Elle m'a récemment aidé à éviter un très mauvais investissement. Des obligations contrefaites de 1947. Pouvez-vous imaginer? Quelqu'un a essayé de les faire passer pour des vrais. Sterling pâlit. Il rit nerveusement. Le marché est plein de requins, je suppose. En effet, ajouta Sophia, sa voix douce, il faut être prudent. On ne sait jamais quand un héron bleu pourrait voler dans le moteur. Sterling lâcha sa main comme si elle l'avait brûlée. Il la fixa terrifié. Il savait qu'elle savait. Excusez-moi, marmonna le sénateur. J'ai besoin d'un verre. Il courut pratiquement vers le bar. Il court, murmura Dante à Sophia. Bon travail. Ce n'est pas le chef, murmura Sophia en retour, se penchant contre Dante alors qu'il commençait à se balancer au rythme de la musique. Avez-vous vu ses yeux? Il a regardé quelqu'un d'autre. Quand j'ai mentionné Blue Heron, il a vérifié pour approbation. Qui? Demanda Dante, la faisant tourner sur la piste de danse. L'homme au costume gris près du pilier, celui avec une canne. Dante regarda subtilement. L'homme était plus âgé, distingué, avec des cheveux argentés et des lunettes cerclées de fils. Il les observait avec un détachement froid et calculé. Sophia se figea. Ses pieds cessèrent de bouger. « Sophia, demanda Dante, resserrant sa prise sur sa taille. Qu'y a-t-il? Je le connais, murmura-t-elle, sa voix étranglée. Qui est-il? C'est le professeur Hale, dit-elle tremblante. Il était le doyen de mon département à Columbia. C'est lui qui m'a accusé de plagiat. C'est lui qui m'a fait expulser et mettre sur liste noire. Dante l'attira plus près, la protégeant de la vue. L'homme qui a ruiné votre vie est à un gala de sénateur. Ce n'est pas juste un professeur, réalisa Sophia, les pièces s'assemblant dans son esprit avec une clarté horrifiante. Dante, il enseignait l'économie historique. Il est l'expert en finances européennes d'après-guerre. Il n'a pas seulement engagé quelqu'un pour fabriquer les fausses obligations. Il les a conçues. C'était logique. Les erreurs de dialecte spécifiques, les timbres obscurs, c'était un travail universitaire. Hale est l'architecte. Dante réalisa. Le courtier travaille pour lui. Soudain, la musique s'arrêta. Les lumières vacillèrent. Mesdames et messieurs, une voix retentit dans les haut-parleurs. C'était le professeur Hale debout sur le podium. Si je pouvais avoir votre attention, il regarda directement Dante et Sophia à travers la pièce. Il sourit, un sourire de grand-père qui n'atteignait pas ses yeux. Nous avons un invité spécial ce soir, dit Hale, Monsieur Dante Cassaro et sa charmante compagne. Je crois qu'un toast est de mise. Il leva son verre. À ce moment-là, Sophia sentit une vibration dans son sac à main. C'était son téléphone. Un SMS d'un numéro inconnu. Elle baissa les yeux vers l'écran. Texte. Je sais que vous portez un micro, Sophia Ricci. Marchez vers la sortie et seul où je diffuse la vidéo de la mort de votre père à la presse. Vous avez 60 secondes. Sophia allaita. Elle leva les yeux vers Hale. Il lui fit un signe de tête subtil. Dante, murmura-t-elle, je dois aller aux toilettes.
Pas maintenant, dit Dante, sentant la tension. Quelque chose ne va pas. S'il vous plaît, elle se dégagea de lui. Juste, je reviens tout de suite. Elle ne pouvait pas lui dire. Si Hale avait une vidéo du meurtre de son père, elle pourrait montrer le visage du tueur. C'était la seule piste qu'elle avait. Sophia, appela Dante derrière elle, mais elle disparaissait déjà dans la foule, se dirigeant vers la sortie est, directement dans la gueule du lion. Dante la regarda partir, son instinct hurlant qu'elle marchait dans un piège. Il toucha son oreillette. « Rocco, bloquez les sorties est. Personne ne sort et amenez la voiture. Nous allons avoir une conversation avec le professeur. » Mais alors que Sophia poussait les lourdes portes dans le couloir sombre de l'aile du musée, elle ne fut pas accueillie par Rocco. Elle fut accueillie par le canon froid d'un silencieux pressé contre son front. « Bonjour, ma chère étudiante », la voix du professeur Hale vint des ombres. « Tu as toujours été trop intelligente pour ton propre bien. L'heure de ton examen final. » Le canon de l'arme était froid contre la peau de Sophia, mais son esprit brûlait. Le professeur Hale se tenait dans l'ombre du couloir de service des ailes égyptiennes, flanqué de 2 hommes en tenue tactique. Il semblait déplacé dans son smoking, un monstre déguisé en gentleman. « Tu aurais dû rester serveuse », soupira Sophia Hale, ajustant ses lunettes de sa main libre. « Tu avais une vie tranquille et invisible. Pourquoi as-tu dû t'immiscer dans mon fond de retraite? » « Vous l'avez tué, » murmura Sophia, sa voix tremblante d'un mélange de terreur et de rage. « Mon père, vous étiez l'Américain qui lui a apporté des obligations. » « Votre père était un idiot têtu. » Hale ricana. « Je lui ai offert 10%. Il a menacé d'appeler les carabiniers. Il manquait. De vision, tout comme vous. » Il fit signe à ses gardes. « Emmenez-la à la camionnette. Nous finirons ça à l'entrepôt. Je dois savoir ce qu'elle a dit à Casaro. » Un des gardes attrapa le bras de Sophia, lui tordant douloureusement l'épaule. L'esprit de Sophia s'emballa. Le collier, le micro, elle devait déclencher le signal. Mais si elle criait champagne maintenant, il saurait. Elle devait être plus intelligente. Elle devait l'intégrer dans une phrase. Elle regarda Hale, forçant un air de désespoir pathétique. « Attendez », s'écria-t-elle, trébuchant alors que le garde la tirait. « S'il vous plaît, professeur, je ne lui ai rien dit. J'ai juste voulu l'argent. Je peux vous aider. Nous pouvons célébrer. Nous pouvons boire. Du champagne à Paris. Laissez-moi partir. » Hale manqua une pause. Il rit, un son sec et rauque. « Champagne? Tu penses pouvoir me soudoyer avec un fantasme? Tu es vraiment pathétique. » Mais le mot était lâché. 3 secondes plus tard, la lourde porte de service métallique au bout du couloir explosa vers l'intérieur. Ce n'était pas un coup de pied. C'était une charge de brèche. Le métal se déforma et s'envola de ses gonds avec un boom assourdissant. La fumée remplit le couloir étroit. À travers la brume, Dante Casaro émergea. Il ne tenait pas un pistolet. Il tenait une mitraillette et il se déplaçait avec l'efficacité terrifiante d'une faucheuse. Rocco était juste derrière lui. « Lâchez-la », rugit Dante, sa voix résonnant sur les murs en béton. Les gardes de Hale paniquèrent. L'un leva son arme, mais Dante fut plus rapide. 2 rafales contrôlées. Thip, whip, thip, swip, et le garde s'effondra au sol. Le second garde attrapa Sophia, l'utilisant comme bouclier humain, pressant son arme sur sa tempe. « Reculez » hurla le garde. « Je vais la tuer, je le jure devant Dieu. » Dante se figea. Il fit signe à Rocco de ne pas tirer. Le couloir tomba dans un silence tendu et enfumé. L'alarme incendie commença à retentir au loin, un stroboscope rythmique de lumière traversant la pénombre. Les yeux de Dante se posèrent sur ceux de Sophia. Il n'avait pas l'air effrayé, il avait l'air concentré. Il lui fit un signe de tête microscopique. « Baisse-toi. » Sophia n'hésita pas. Elle écrasa son talon haut sur le coup de pied du garde de toutes ses forces et jeta son poids corporel vers le bas. Le garde hurla de douleur et relâcha réflexivement sa prise. Dans cette fraction de seconde, Dante tira.
Le tir était impossible. Une seule balle passa l'épaule tombante de Sophia, frappant le garde directement au front. Il tomba comme une pierre. Sophia atterrit lourdement au sol, s'écorchant les genoux. Le professeur Hale, voyant son muscle éliminé en moins de 10 secondes, se retourna et sprinta vers la sortie du quai de chargement. « Rocco, récupère Sophia !» cria Dante, enjambant le garde tombé et sprintant après Hale. Rocco fut instantanément aux côtés de Sophia, la relevant. « Mademoiselle Ritchie, êtes-vous touchée? » « Je vais bien. » Elle haleta, retirant ses talons pour pouvoir courir. « Allez-y, ne le laissez pas s'échapper. » Ils débouchèrent sur le quai de chargement juste à temps pour voir un SUV noir crissé, pneus fumants. Dante tira sur les pneus, mais le véhicule était blindé. Il disparut dans la nuit pluvieuse de New York. Dante jura faux pas, frappant sa main contre le mur de béton. Il se retourna vers Sophia. L'adrénaline pompait toujours en lui, faisant allaiter sa poitrine. Il marcha vers elle, prenant son visage entre ses mains. Son toucher était rude, possessif. Il la vérifia pour d'éventuelles blessures, ses yeux scannant chaque centimètre de son visage. « Vous, » grogna-t-il, « êtes la femme la plus téméraire, intelligente et exaspérante que j'ai jamais rencontrée. » « J'ai dit le mot de code, » allaita-t-elle, ses mains serrant les revers de son smoking. « Vous avez attendu d'avoir un pistolet sur la tempe pour le dire, » cria Dante, bien qu'il n'y ait pas de colère dans ses yeux, seulement un soulagement terrifié. « J'ai cru vous avoir perdu. » Il la tira vers lui, puis l'écrasant contre sa poitrine. Pendant un instant, la pluie et les sirènes n'existaient plus. Il n'y avait que l'odeur de la poudre à canon et le battement frénétique de leur cœur. « Il s'est échappé », marmonna Sophia dans sa veste. Pas entièrement, Dante recula, un sourire sombre revenant sur son visage. Il brandit une élégante clé USB argentée. « Qu'est-ce que c'est? » Elle est tombée de la poche de Hale quand il a commencé à courir. Dante dit, il avait tellement peur de mourir. Il a laissé tomber le travail de sa vie. Sophia regarda le disque. Le grand livre. « Rentrons à la maison, » dit Dante, la guidant vers sa voiture qui l'attendait. « Nous avons de la lecture à faire. » L'atmosphère dans la salle de guerre de la tour Aurelius était suffocante. Il était 3h08 du matin. La pluie battait contre des fenêtres du sol au plafond. Dante, Rocco et Sophia étaient rassemblés autour du moniteur principal. La clé USB argentée était branchée. « C'est crypté », grogna Rocco, frappant du poing sur la table. « ES 256 bits de qualité militaire. Il faudrait un super ordinateur 100 ans pour forcer ça par la force brute. » L'écran montrait une simple invite de connexion. Pas de lien mot de passe oublié. Juste un curseur clignotant et un indice. L'origine du mensonge. Dante regarda Sophia. Elle était enveloppée dans une épaisse couverture de laine, tenant une tasse de thé fixant l'écran. Elle l'avait fixée pendant 20 minutes. « L'origine du mensonge », répéta Dante. « C'est une énigme. »« Hale est un universitaire, » murmura Sophia, son esprit dérivant vers les amphithéâtres de Columbia. « Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Il utilise la connaissance comme une arme. » L'origine du mensonge. Dans sa classe. Il a toujours enseigné que le premier grand mensonge financier n'était pas une obligation. C'était une erreur de traduction. Elle se leva, jetant la couverture. Elle marcha vers le clavier. « Il était obsédé par la banque Médicis, » dit Sophia, tapant. « Spécifiquement, un grand livre de 1392 où un zéro a été ajouté à un bilan pour cacher un déficit. Il l'appelait l'erreur dorée. Elle tapa « Golden Error ». Accès refusé. « Merde !» Sophia siffla. « Pensez comme lui !» dit Dante, debout derrière elle, sa main posée sur le dossier de sa chaise. « Il a tué votre père pour une obligation sicilienne. Il a essayé de me vendre une obligation sicilienne. Son obsession est la Sicile. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « L'obligation qu'il vous a montrée,
La fausse. Elle avait une date, le 14 octobre 1947. Alors, demanda Rocco. Le 14 octobre 1947 n'est pas juste une date aléatoire, dit Sophia, ses doigts planant au-dessus des touches. C'était le jour où l'Assemblée régionale de Sicile a voté le statut spécial, la loi qui donnait l'autonomie à l'île. Mais Hale a toujours soutenu dans sa thèse que le vote était truqué. Il l'appelait le statut bâtard. Elle le tapa en italien, Lost Statuto Bastardo. Accès refusé. Une tentative restante, avertit Rocco. Si vous vous trompez, le disque s'efface. La pièce tomba dans un silence de mort. La pression était physique. 150 millions de dollars, la preuve du meurtre de son père et leur vie, tout suspendu à une phrase. Sophia ferma les yeux. Elle pensa à Hale. Elle pensa à son arrogance. Elle pensa au moment au restaurant où elle avait repéré le faux. Il a utilisé le mauvais dialecte, murmura-t-elle sur l'obligation. Il a utilisé Garanzia Duty au lieu de Pigranti Duty. Elle ouvrit les yeux. Il n'a pas fait d'erreur, il l'a fait exprès. C'était sa signature. Une moquerie cachée des gens qui l'arnaquaient. Le mot de passe n'est pas de la vérité. Le mot de passe est le mensonge lui-même. Elle tapa la phrase grammaticalement incorrecte de la fausse obligation. À Garan's Duty. Elle appuya sur Entrée, l'écran clignota en vert. Accès accordé. Des fichiers commencèrent à défiler sur l'écran. Compte bancaire au Caïman, poste de vin du sénateur Sterling, plan des fausses obligations, et un dossier nommé Loose Ends. Dante cliqua sur Loose Ends. Un fichier vidéo s'ouvrit. C'était des images de surveillance granuleuse d'il y a 10 ans. Une maison à Palerme. Un homme sortant par la porte d'entrée, allumant une cigarette alors que les flammes engloutissaient le bâtiment derrière lui. L'homme se tourna vers la caméra. C'était un professeur Hale plus jeune. Sophia laissa échapper un sanglot étouffé, couvrant sa bouche de sa main. Dante mit la vidéo en pause. Il n'avait pas besoin d'en voir plus. Il posa une main sur l'épaule de Sophia, serrant fort. « Nous l'avons, » dit Dante, sa voix froide comme la glace. Rocco envoie les dossiers financiers au FBI anonymement. Détruit le sénateur Sterling. « Et Hale ?» demanda Rocco. Dante regarda l'écran. Il ouvrit le fichier le plus récent. Plan de vol sortant. Il ne va pas en prison, Dante dit, il essaie de fuir. Il a un charter privé prévu pour 5 heures du matin depuis une piste privée dans le New Jersey. Il va dans un pays sans extradition. Dante se tourna vers Sophia. Vous restez ici. Vous avez fait assez. Vous avez trouvé la preuve. Je m'occuperai du reste. Sophia se leva. Elle essuya les larmes de son visage. Son expression avait changé. L'étudiante effrayée était partie. À sa place, il y avait une femme qui avait traversé le feu. « Non, dit-elle. » Dante la regarda surpris. « Sophia, ça va être violent. Je ne vais pas l'arrêter. »« Je sais, dit-elle. » Elle se dirigea vers la table où Rocco avait disposé les armes. Elle prit un lourd pistolet. Elle ne le tenait pas comme un gangster. Elle le tenait comme un outil lourd et dangereux qu'elle ne voulait pas toucher, mais qu'elle devait utiliser. « Il a tué ma famille, dit-elle, regardant Dante dans les yeux. J'ai passé 10 ans à fuir. Je ne vais pas regarder depuis un moniteur pendant que vous y mettez fin. Je viens avec vous. » Dante la fixa. Il vit la détermination dans sa mâchoire. Il réalisa qu'il ne pouvait pas l'arrêter même s'il le voulait. Et que Dieu l'aide. Il ne voulait pas l'arrêter. Il la voulait à ses côtés. Elle était son égale. « Rocco, » dit Dante, ne quittant jamais le regard de Sophia. « Donnez-lui un gilet. » Il s'approcha de Sophia et lui prit l'arme des mains. Il vérifia la chambre, engagea la sécurité et la lui rendit. « Si vous venez, dit Dante, vous faites exactement ce que je dis. Pas d'héroïsme. Nous mettons fin à cela et nous partons, ensemble. »« Ensemble, » répéta-t-elle. Dante saisit son manteau. « Allons prendre un avion. »
L'aérodrome de Teterboro était une étendue désolée d'asphalte mouillé, éclairée uniquement par les lumières stroboscopiques d'un jet Gulfstream en attente. Les moteurs vrombissaient déjà, un cri aigu perçant la brume de l'aube. La Maybach de Dante ne fit pas que rouler sur le tarmac. Elle l'envahit. Rocco fonça droit sur le nez de l'avion, virant à la dernière seconde pour bloquer la piste, pneus crissants. Avant même que la voiture ne s'arrête, Dante était dehors. La pluie le trempa instantanément, lui collant les cheveux au front. Il leva son arme, visant directement l'escalier ouvert de l'avion. « Coupez les moteurs !» rugit Dante. Le pilote, voyant l'armement lourd, n'argumenta pas. Les turbines ralentirent jusqu'au silence. En haut des escaliers, le professeur Hale apparut. Il tenait d'une mallette, la sauvegarde physique de sa fortune. Il regarda Dante, puis il vit Sophia sortir de la voiture derrière lui. Elle tenait l'arme à 2 mains exactement comme Dante le lui avait montré. Elle ne tremblait plus. « C'est fini, Hale !» cria Sophia par-dessus le vent. « Le FBI a le grand livre. Le sénateur est déjà en garde à vue. Vous n'avez nulle part où atterrir. » Hale se tenait en haut des escaliers, les regardant comme un roi sur un château en ruine. Il rit, un son maniaque et brisé. « Vous croyez que je me soucie du sénateur? » cria Hale en retour. « J'ai des comptes dans des endroits que le FBI ne peut même pas se trouver sur une carte. Vous ne pouvez pas m'arrêter, Sophia. Je suis l'architecte de ce monde. Vous n'êtes qu'une note de base de page. » Il tendit la main dans sa veste. « Ne faites pas ça, prévint Dante, son doigt serrant la gâchette. Hale ne sortit pas d'arme, il sortit un détonateur. « Si je pars, sourit Hale, les preuves partent avec moi. L'avion est piégé. Un clic et cette mallette est la preuve de qui a tué votre père. Brûle. » Il teigne son pouce sur le bouton. « Laissez-moi partir, Sophia, et vous pourrez garder votre petite romance. Arrêtez-moi et vous perdrez la vérité pour toujours. » Dante hésita. Il regarda Sophia. Il savait à quel point cette clôture était importante pour elle. Il ne tirerait pas si cela signifiait détruire sa paix. Sophia abaissa son arme. Elle regarda l'homme qui avait hanté ses cauchemars pendant 10 ans. Elle pensa au feu. Elle pensa à l'âge d'or. « Vous mentez, dit Sophia. » Sa voix était calme. Hale cligna des yeux. « Quoi, vous mentez ?» répéta-t-elle s'avançant. « Vous êtes un narcissique, professeur. Vous avez passé 40 ans à construire votre réputation. Vous avez archivé chaque escroquerie, chaque dollar, chaque victoire. Vous n'avez pas piégé l'avion pour faire exploser les preuves. Vous êtes trop fier pour détruire votre propre héritage. » Le visage de Hale tressaillit. Elle l'avait parfaitement lu. « Vous ne tenez pas un détonateur, dit Sophia, levant à nouveau son arme. Vous tenez un ouvre-porte de garage. » Le bluff de Hale s'effondra. Dans un spasme de rage, il leur jeta le faux détonateur et tendit la main vers le vrai pistolet à sa ceinture. Il était trop lent. Dante ne tira pas. Sophia le fit. Crac. Le tir était large. Il toucha la rampe métallique à côté de la main de Hale. Des étincelles volèrent. Ce n'était pas un tir mortel, mais cela le terrifia. Il trébucha en arrière, se prenant les pieds dans les siens, et dégringola les escaliers métalliques, s'écrasant sur le tarmac mouillé aux pieds de Dante. Dante se tint au-dessus de lui, le regardant avec une froide indifférence. Il éloigna l'arme de Hale. Hale gémit, serrant ses côtes contusionnées. Il leva les yeux vers Sophia, qui marchait vers lui. L'élève était devenu le maître. « S'il vous plaît, » haleta Hale. « Sophia, j'étais juste un intermédiaire. Je peux vous donner des noms, de plus grands noms. » Sophia le regarda. Elle vit un vieil homme pathétique dans un smoking mouillé. « Je n'ai pas besoin de noms, se dit-elle doucement. J'ai le grand livre. » Elle se tourna vers Dante. « J'en ai fini avec lui. » Dante hocha la tête. Il attrapa Hale par le col et le traîna vers Rocco, qui attendait avec des menottes. « Le FBI sera là dans 5 minutes, dit Dante à Hale. Vous allez passer le reste de votre vie dans une cellule à expliquer comment une serveuse vous a déjoué. »
Dante se tourna vers Sophia. Les sirènes de police hurlaient au loin, devenant plus fortes. Il marcha vers elle, prenant l'arme de sa main et la glissant dans sa ceinture. Il lui prit le visage dans ses mains, essuyant la pluie de ses joues. « Tu ne l'as pas tué, dit Dante, l'air impressionné. « Il ne vaut pas la balle, répondit Sophia. Et de plus, j'ai une thèse à finir. » Dante rit, un son authentique et chaleureux qui brisa la tension de la nuit. Il l'embrassa, féroce et possessif, là, sur la piste, alors que les lumières rouges et bleues des voitures de police inondaient la scène. « Oublie la thèse, murmura Dante contre ses lèvres. J'ai une meilleure offre d'emploi pour toi. »« Est-ce que ça implique de faire la serveuse ?» demanda-t-elle, souriant pour la première fois depuis des jours. « Non, dit Dante, lui prenant la main alors qu'il se tournait pour faire face aux autorités. Ça implique de diriger l'Empire. » 6 mois plus tard, la salle obsidienne était bondée. La table neuve était occupée comme toujours par Dante Casero. Mais cette fois, il n'était pas assis en face d'un banquier terrifié. Il était assis en face de Sophia. Elle ne portait pas de tablier. Elle portait un blazer blanc structuré, ses cheveux lâchés et brillants. Elle examinait un contrat de fusion maritime en Méditerranée. « La syntaxe du paragraphe est ambiguë, dit Sophia, entourant une clause avec un stylo plume doré. Ils essayent de cacher une boucle tarifaire. Nous la rejetons. » Dante prit une gorgée de son vin, la regardant avec une fierté non dissimulée. « Vous êtes impitoyable, Madame Casero. »« J'ai appris des meilleurs, » fit-elle un clin d'œil. Un serveur s'approcha de la table, un jeune homme nerveux, tremblant légèrement en tenant le pichet d'eau. Il regarda Dante avec peur. Sophia posa doucement sa main sur son verre. Elle regarda le jeune serveur et sourit chaleureusement. « C'est bon, dit-elle. Respirez et surveillez la grammaire sur le tableau des spécialités. Vous avez mal orthographié prosciutto. » Le serveur cligna des yeux, lui rendit un sourire nerveux et versa l'eau. Dante tendit la main à travers la table et lui prit la main. La serveuse, qui en savait trop, était devenue la femme qui régnait sur tout. Et le meilleur, tout était complètement réel. Et c'est l'histoire de comment Sophia Ricci, une serveuse qui n'avait rien à perdre, a utilisé une leçon de grammaire pour faire tomber un empire de plusieurs millions de dollars. Ça sonne comme de la fiction, n'est-ce pas? Mais dans le monde de la haute finance et du crime organisé, le plus petit détail, un timbre erroné, un bégaiement nerveux ou un dialecte de 1947 peut être la différence entre une fortune et un enterrement. Sophia a prouvé que la connaissance n'est pas seulement un pouvoir, c'est une survie. Si vous avez apprécié cette immersion profonde dans le monde souterrain de la mafia, faites-moi une faveur, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme à trouver plus d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une partie. Et je veux savoir, quelle est la seule compétence que vous possédez qui pourrait vous sauver la vie dans une situation à un jeu élevé? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Restez en sécurité, restez vifs et je vous verrai dans la prochaine